Je vous propose qu'on passe à la séquence suivante en vous remerciant. Et donc là, j'appelle Catherine Bonvalet et Stéphanie Vermèche pour donc une séquence qui porte sur les mobilités et les trajectoires résidentielles. Donc question qui était déjà largement abordée dans l'ouvrage de 98, questions qui ont continué à occuper l'espace de la recherche, mobiliser l'attention des chercheurs. On verra avec vous en quoi il y a eu déplacement, renouvellement ou continuité de la recherche. Merci Marie-Christine. Alors, je veux dire, contrairement aux autres anciens, mon travail a été très facilité parce qu'il se trouve qu'il y a eu 2 états des lieux sur la question de la mobilité et des trajectoires. L'un qui a été fait avec Jacques Brun et qui a donné lieu à un article en 2002 sur l'état des lieux de la mobilité, et un autre, un état des lieux sur les trajectoires résidentielles, coordonné par Jean-Yves Vauthier. C'était une commande du plan construction. Donc du coup, bon, je m'en excuse auprès de ceux qui connaissent ces travaux, je ne serai pas forcément très originale, puisque ce qui a été dit a été bien dit, donc je vais vous le restituer à ma façon quand même. Donc c'est vrai que la connaissance de la mobilité résidentielle, ça a toujours été un enjeu très important pour la recherche urbaine, car on s'est aperçu que l'analyse de la mobilité s'avérait être un très bon révélateur des transformations sociales, familiales, politiques et économiques de la société. Donc je vais revenir un peu au passé. Au cours de la seconde moitié du XIXe siècle, c'est vrai que les recherches sur la mobilité se sont multipliées, mais d'abord pour connaître les besoins en logement, engendrés par après-guerre, engendrés par la forte natalité et par les migrations internes et internationales. Et durant cette période d'après-guerre, marquée par la crise du logement, jusqu'au milieu des années 60, en fin de compte, il faut le rappeler, l'essentiel, c'était d'avoir un toit, et souvent, peu importer la localisation, le statut d'occupation, et voire même le confort. Je rappelle que la génération née en 1950, à la naissance, la moitié n'avait pas le confort dans le logement. Donc je pense qu'il faut avoir ces notions d'histoire en tête. Alors, dans les années 60 et 70, les progrès des connaissances ont surtout résulté, en fin de compte, des travaux de l'INSEE sur la mobilité de l'INSEE, avec les recensements, l'analyse des recensements et l'analyse des enquêtes logement. La première enquête logement est en fait en 1955, mais celle qui est vraiment la plus fiable date de 1973. Et ces travaux reposaient sur une approche transversale. Et c'est vrai que par ailleurs, certaines étapes clés ont été étudiées par des sociologues, comme l'accès aux pavillonnaires par l'équipe d'Henri Raymond, ou par l'accès au logement HLM, Chamboredon et Le Maire. C'est vrai qu'à part ces 2 derniers, l'analyse des séquences résidentielles a très peu été étudiée. Il s'agissait en fait à l'époque d'étudier comment les politiques publiques pouvaient résoudre effectivement la crise du logement, aménager le territoire et surtout de suivre comment, par la mobilité résidentielle, les ménages pouvaient améliorer leurs conditions de logement en accédant au confort, soit par le HLM, soit par l'accession à la propriété. Alors, depuis les années 80, l'approche transversale sur la mobilité s'est poursuivie à partir de grandes enquêtes, et on voit bien dans le livre sur l'état des savoirs, il y a plusieurs articles, chapitres sur cette mobilité résidentielle. Mais je vais plutôt me concentrer sur les trajectoires résidentielles, parce que ce qui me semble le point fort des années 80, c'est justement cette analyse de la mobilité, l'analyse longitudinale de la mobilité qui s'est développée à partir réalisation d'enquêtes spécifiques qui retraçaient l'histoire familiale, migratoire, résidentielle. Donc en partie les enquêtes de l'INED, mais aussi les travaux de François Scrivier sur les retraités. Alors une évolution importante, et ça avait été dit, avait été franchie, c'est-à-dire au départ on avait des analyses quantitatives qui reposaient essentiellement sur une approche macro de la mobilité, et pour passer à une analyse micro,
et qui croisait à ce moment-là analyse quantitative et analyse qualitative avec une montée des récits de vie, des histoires de vie. Alors, cette évolution, bien sûr, est liée au développement de nouvelles approches, au développement de nouveaux instruments conceptuels, méthodologiques, l'analyse biographique, effectivement, le retour au récit de vie, au progrès de l'informatique, mais également à d'autres éléments de contexte, comme le retour de l'acteur individuel sur la scène des sciences sociales. Et à partir de là, l'étude de la mobilité n'a plus été, je caricature un peu, mais donc on pourra en discuter, n'a plus été réservée essentiellement aux géographes, aux statisticiens, aux démographes, je dirais, mais elle va devenir plus pluridisciplinaire, avec des approches historiques, sociologiques, anthropologiques, mais aussi économiques, puisqu'on va se poser la question du choix du logement. Est-ce qu'il vaut mieux être propriétaire ou locataire au cours de sa vie? Et c'est vrai qu'avec une offre de logements plus diversifiée, avec la réforme de 1977, une conjoncture économique encore favorable, les ménages vont pouvoir beaucoup plus choisir leur logement. L'éventail des choix s'ouvre considérablement, et c'était d'ailleurs la base de la réforme, et les ménages vont pouvoir développer effectivement des stratégies résidentielles, comme on a pu l'étudier au cours du séminaire du plan construction en 1988. Alors, le parcours résidentiel identifié par une enquête longitudinale ou un récit de vie permettait de mieux comprendre le choix d'un logement, non plus vu comme un arbitrage à un moment donné, mais comme une étape dans une trajectoire, dans une histoire familiale, une histoire individuelle et familiale. Donc la notion de trajectoire s'est peu à peu imposée dans les recherches des années 80-90, étant à suggérer, alors là je citerai Yves Grafmeyer, qu'une série donnée de positions successives n'est pas un simple fruit du hasard. Ainsi, les mobilités ont un sens, puisque les individus, nous l'avons supposé, conservent une certaine marge de manœuvre. Et donc c'est ce sens que les recherches ont tenté de restituer, notamment le sens de l'accession à la propriété par rapport à la formation du couple, qui n'était plus légalisée par un mariage, par rapport à la constitution de la famille, donc là je pense aux travaux de Bourdieu, ou encore par rapport à la trajectoire sociale à travers la promotion résidentielle liée au statut de propriétaire. Et là, on revoit les travaux de Francis Godard et Paul Cuturello. Alors, cette nouvelle approche, mais aussi les transformations de la famille, celle du monde du travail, tous deux, on peut dire, marqués par une montée de mobilité familiale, mobilité résidentielle, voire une précarité, ont entraîné, il faut dire, la remise en cause de concepts statistiques, le lieu de résidence et le ménage, sur lesquels les études sur la mobilité étaient fondées. Et en effet, l'évolution de la société est telle que les repères deviennent plus flous. Et en tout cas, les catégories statistiques qu'on avait de l'INSEE ne me permettent plus de comprendre la réalité résidentielle. Et il semble de moins en moins facile, plutôt, de cerner l'évolution de la mobilité résidentielle à partir d'un lieu de résidence unique, à savoir la résidence principale. Alors, la multiplication des lieux d'habitat, avec des formes familiales plus souples, plus complexes, les couples à distance, les familles recomposées, les phénomènes de double résidence, conduit à se demander si la variable résidence principale n'est pas trop réductive. Donc ont un peu émergé dans les années 80-90 d'autres notions comme espace résidentiel, système résidentiel, et là je pense aux travaux de Françoise Durault, Daniel Pinson, et aussi un ouvrage du réseau d'une maison à l'autre de Villanova et Bona. Alors quant au ménage, son utilisation relève plutôt de l'analyse transversale, car il désigne effectivement un groupe de co-résidents observés à un moment donné. Or, l'approche longitudinale implique de suivre un individu et de reconstituer sa trajectoire
domestique, c'est-à-dire tous les ménages dans lesquels il a vécu, et la trajectoire résidentielle, et donc de mettre au point des systèmes de collecte adaptés, et c'est ce qu'a fait un séminaire financé par le réseau autour des biographies d'enquête. Mais l'autre point, c'est qu'il ressort des recherches menées dans les années 90 sur la famille et le logement que les catégories individuelles ne sont pas les seuls indicateurs pertinents pour rendre compte de ces trajectoires. Et on a bien vu le colloque de 1995 sur trajectoire familiale et espace de vie en milieu urbain. Et en effet, l'individu est rarement isolé, il est pris dans un ensemble de relations familiales, amicales, professionnelles qui vont influencer ses choix résidentiels. Et l'examen attentif des parcours résidentiels montre bien le rôle de la famille étendue et des proches tout au long de l'existence, depuis la décohabitation au choix de localisation au moment de la retraite, en passant par l'achat de logement ou l'accès au parc social. Si bien que je dirais aux premiers intervenants, c'est que, à mon avis, la famille est aussi un acteur sur le marché du logement, un acteur souvent invisible et qu'il faudrait peut-être se pencher à la fois des économistes qui ont commencé, puisque Luc Arondel a fait et a montré qu'effectivement l'intervention de la famille sur les processus d'accession à la propriété augmentait les inégalités. Donc je pense qu'il y aurait une piste à creuser. Donc pour comprendre ces étapes résidentielles, il a fallu sortir du carcan du ménage et élargir pour arriver à la notion d'entourage. Donc au cours des années 80-90, ce déplacement du macro au micro, à partir des propriétés individuelles des individus et de leur réseau, a constitué, comme l'a écrit Jacques Brun, un véritablement renversement historique dans la recherche française sur la mobilité. Et ce qui a permis de mieux cerner les interactions entre transformation de la famille, monde du travail, mobilité professionnelle et mobilité résidentielle. Donc, pour terminer ma partie, autrefois linéaire, souvent ascendante, rythmée par le calendrier d'une famille stable, l'achat d'un logement avec éventuellement un passage locatif, les trajectoires sont devenues de plus en plus complexes et comportent maintenant effectivement des allers-retours entre parc locatif, propriété, voire des périodes sans logement, des périodes en logement non ordinaire. On l'a vu avec René tout à l'heure. Donc à partir de la notion de trajectoire et de parcours, de nombreuses recherches quantitatives et qualitatives, et souvent croisées d'ailleurs, vont pouvoir se développer, et que ce soit auprès de populations particulières, les jeunes, différences entre générations, les migrants, les classes ouvrières, les classes moyennes, les sans-abri, effectivement. Donc cette notion de trajectoire, de parcours, et aussi ces trajectoires se déroulent sur des territoires particuliers. Et donc je pense que Stéphanie va rebondir sur le développement des recherches sur les trajectoires. Merci Catherine. Donc oui, moi je vais vous rendre compte de nos discussions, de ce qu'on a pu analyser comme étant aujourd'hui le champ des trajectoires résidentielles. Et pour faire directement la transition avec ce que Catherine vient de dire, on pense qu'effectivement, on peut souligner qu'un des traits saillants des recherches contemporaines, on parlait des périodes sans logement, c'est des trajectoires justement un peu moins linéaires aujourd'hui. Il nous semble qu'un des traits saillants des recherches contemporaines concernant les mobilités et les trajectoires, c'est justement qu'elles intègrent bien davantage la question des trajectoires résidentielles qui sont marquées par la précarité. Et par conséquent, la question d'habitat hors norme, avec un ensemble de travaux importants depuis une dizaine d'années sur les habitats précaires, insalubres, sur l'hébergement, les hôtels meublés, les squats, la zone, les SDF. Donc voilà, ça c'est une des premières remarques qu'on s'est faites sur voilà, qu'est-ce qui marque le champ aujourd'hui en termes dans les mobilités, comment on rencontre aujourd'hui des trajectoires et des mobilités résidentielles. Alors, il nous semble que plus le temps passe, plus finalement la façon d'appréhender les mobilités, puis les trajectoires résidentielles se complexifie, en lien avec la multiplicité des explications qui entrent aujourd'hui en jeu dans la compréhension de ces choix résidentiels. Alors, pour autant, il ne faut pas être amnésique. Beaucoup de choses sont envisagées aujourd'hui qui étaient déjà en germe dans les années 80. Il suffit de penser au fait qu'il est inenvisageable aujourd'hui de parler de l'importance des trajectoires résidentielles pour comprendre les rapports de cohabitation sans faire référence à un certain article qui date quand même de 1970. Donc on ne réinvente pas constamment tout. Autre exemple, la perspective du genre, qui tend aujourd'hui à
à s'imposer comme une grille de lecture privilégiée et importante. Elle était déjà utilisée et envisagée par Jeanne Fagnani dans ses travaux sur les choix résidentiels en région parisienne, telle qu'elle en rencontre notamment dans le séminaire qui a été organisé en 88 par Catherine et Anne-Marie Fribourg sur les stratégies résidentielles. Donc voilà, renouvellement, mais néanmoins pas d'amnésie sur toute la continuité aussi d'un certain nombre de choses. Alors, il nous a semblé que 4 inflexions majeures pouvaient être constatées dans la façon dont ces trajectoires et mobilités étaient envisagées. Alors, première chose, la prise en compte de l'espace et dans ce cadre, la mise en place d'une réciprocité des effets. Dit autrement, il s'agit aujourd'hui de s'intéresser à ce que le territoire fait aux trajectoires et plus fortement encore à ce que les trajectoires font au territoire. Alors, pour avoir une idée de l'évolution de la façon dont sont envisagées les relations entre mobilité résidentielle et espace, j'ai comparé l'ouvrage qui a été issu du séminaire dont je viens de parler, donc en 88 sur les stratégies résidentielles. Donc j'ai comparé un chapitre de cet ouvrage qui traite des stratégies de localisation, justement, qui est la partie qui fait le plus intervenir l'espace, à un ouvrage plus récent qui porte directement sur les mobilités résidentielles et qui était dirigé par Sylvie Foll, Yann Mio et Cécile Vignal. Alors, dans le premier ouvrage de 1988, issu du séminaire de 1988, sont envisagées les multiples façons dont les individus effectuent des choix résidentiels dans des espaces donnés, en traitant la plupart du temps l'espace comme le cadre dans lequel se déploient les pratiques. Et d'ailleurs, Jacques Brun ouvre cette partie sur les stratégies de localisation en remarquant que dans ce séminaire, justement, la localisation n'est jamais un but en soi, mais un moyen de jouer sur les éléments d'un arbitrage entre des enjeux relevant en réalité des grandes catégories, enjeux professionnels, patrimoniaux, familiaux. Et effectivement, c'est bien de cela qu'il s'agit. L'espace est le lieu dans lequel s'effectuent des arbitrages qui vont au-delà de lui et qui ne l'intègrent pas en tant que tel. En revanche, dans l'ouvrage plus récent que j'ai évoqué, sont envisagées les mobilités résidentielles en tant qu'elles contribuent elles-mêmes à définir des espaces, des villes, des quartiers. Autrement dit, il est pris au sérieux l'enjeu territorial qui est intrinsèquement porté par les mobilités résidentielles. Et on veut montrer que les mobilités résidentielles sont déterminées par les territoires, certes, mais également qu'elles conditionnent et qu'elles transforment le devenir de ces territoires. Jean-Yves Vauthier le souligne un peu plus loin dans l'ouvrage, il s'agit de considérer les effets des trajectoires résidentielles sur les dynamiques territoriales elles-mêmes. Et il nous semble que là, c'est une perspective qui est assez propre à des travaux plus récents et actuels sur les mobilités résidentielles, avec un accent qui est mis, encore une fois, sur une forme de circularité entre ce que les trajectoires font à l'espace et ce que l'espace fait aux trajectoires. Alors, second point qui est lié au précédent, la prise en compte grandissante des contextes nationaux, des contextes locaux, et plus particulièrement de la prise en compte de la transformation des espaces urbains. Alors c'est quelque chose qui, encore une fois, était déjà présent, notamment dans les travaux de chercheurs comme Jean-Yves Vauthier ou Yves Graf-Meyer, mais qui constituait une perspective qui était nettement moins partagée que ce n'est le cas aujourd'hui. Alors pourquoi ? Peut-être parce que le caractère international des recherches s'est renforcé et qu'on a peut-être plus mis le doigt sur une relativité des analyses par rapport à un contexte local. Mais en tout cas, aujourd'hui, il paraît essentiel de prendre en compte la façon dont ces contextes, encore une fois nationaux, locaux, mais également contextes historiques, à travers la prise en compte de l'évolution des quartiers, la façon dont ces contextes donc informent les mobilités résidentielles. Et donc, il s'agit de s'attacher à la trajectoire même des quartiers pour comprendre le sens que les individus donnent à leur mobilité résidentielle, comme on a pu le voir par exemple dans l'analyse du quartier des Peupliers, dans l'ouvrage sur les petits moyens, où effectivement une grande partie est consacrée à la façon dont l'évolution du quartier joue sur l'évolution des mobilités individuelles. Alors, troisième point, il nous semble qu'une étape a été franchie dans la prise en compte de la multiplicité des raisons de la mobilité. La montée des incertitudes, la précarisation des trajectoires conduisent à chercher ailleurs que dans la mobilité elle-même les raisons du choix, qu'il s'agisse de l'augmentation des familles monoparentales et des solos, de l'intensification de la pression sur l'école, de la précarisation des parcours professionnels, qui sont autant de conséquences de la crise et qui ont des répercussions différentes sur la mobilité résidentielle. Des exemples, la trajectoire résidentielle peut venir soutenir la trajectoire scolaire, l'espace local peut constituer une ressource professionnelle ou une aide pour les femmes seules, ou encore l'identité résidentielle peut permettre de réassurer une identité professionnelle fragilisée. Donc les analyses de la mobilité sociale sont pour ainsi dire densifiées par la prise en compte de l'ensemble de ces champs qu'elle vient étayer. Et il nous semble que l'accentuation des travaux qui lient la mobilité résidentielle et la construction de l'identité sociale est à analyser dans ce sens. Enfin, dernier point,
que nous voulions souligner pour cette présentation, l'utilisation de la mobilité résidentielle comme grille d'analyse, voire comme norme. Qu'il s'agisse de la mixité sociale, de la rénovation urbaine, du rapport à l'emploi, du périurbain, des effets du vieillissement. Énormément de travaux s'attachent aujourd'hui à analyser ces thèmes à travers leur rapport à la mobilité résidentielle. Quelle mobilité résidentielle pour les salariés en perte d'emploi ou en reconversion ? Quelle mobilité résidentielle pour les habitants des quartiers qui sont ciblés par des opérations de rénovation urbaine ? Quelle mobilité résidentielle des habitants de classe moyenne, des retraités du baby-boom ou encore à l'heure du vieillissement ? Donc il nous semble que de plus en plus, la mobilité résidentielle est l'entrée par laquelle on passe pour comprendre ce qui est en jeu dans d'autres champs. Et plus même qu'une grille d'analyse, qui est effectivement souvent féconde, elle devient une norme et elle devient un critère d'appréciation et de jugement, notamment des politiques publiques. Et on peut prendre pour exemple les analyses de la mixité et de la rénovation urbaine. Les opérations en rue, par exemple, sont largement envisagées au regard des mobilités résidentielles, qu'elles facilitent ou non, savoir à la suite de ces opérations quel type de ménage part, quel type de ménage reste. Ce qui était effectivement, ça devient un critère d'appréciation de ces politiques publiques, ce qui était contenu en germe dans leur définition, puisqu'elles avaient notamment pour but de mettre en route des mobilités résidentielles, ne serait-ce que celles des ménages de classe moyenne qu'elles étaient censées susciter. Mais un autre exemple, à travers les rapports à la mixité sociale au sein d'un immeuble, au sein d'un quartier. La plupart du temps, quand on travaille sur la mixité sociale, on creuse les mobilités, les raisons des mobilités dans le quartier. On creuse les projets de mobilité, on envisage la mixité en lien avec la mobilité résidentielle des ménages, au regard des représentations répulsives ou au contraire attractives que la mixité a pu susciter. Alors, dernière chose, on voulait finir par une petite note un peu prospective, après le passé, le présent, le futur. Dans l'état des lieux qu'il a dirigé, on l'a dit, en 2010, Jean-Yves Vauthier relevait des zones d'ombre. Alors, il notait notamment les trajectoires résidentielles des solos, les trajectoires résidentielles au sein des villes moyennes, celles des entrants sur le marché du logement, notamment les décohabitants, ou encore le terme de l'incertitude dans les trajectoires résidentielles. Donc on peut effectivement discuter ensemble de la question de savoir si des travaux sont venus s'atteler depuis à ces questions. On va dire on n'a pas eu le temps d'effectuer nous-mêmes le recensement pour répondre directement. Mais on ajoute quelques suggestions. Il nous semble qu'il reste à introduire du contexte social en grande enquête, à arriver à qualifier les parcours, à trouver un moyen, ça c'est quelque chose où on est tombé d'accord sur le fait qu'on a encore du mal à le faire, trouver un moyen de croiser trajectoire vécue et trajectoire résidentielle objective. Donc c'est un champ qui reste. Et enfin, il nous semble aussi que l'impact des nouvelles technologies sur les trajectoires résidentielles est quelque chose qui est encore trop peu exploré. Voilà, merci. Des questions, des réactions, des compléments, puisqu'un certain nombre d'auteurs de ces travaux sont dans la salle. Jacques Brun. Jacques Brun, donc ancien responsable du réseau et co-directeur du bouquin dont il s'agit présentement. D'abord, comme tout ceci est très vieux, je saisis l'occasion de dire que je suis un peu triste de découvrir que j'ai écrit quelque part que la localisation n'est jamais un but en soi. Bon, pas un but en soi, bien sûr, mais je crois quand même que j'aurais dû nuancer mon propos. Il est bien question, vous dites que vous remarquez que justement, dans le séminaire, la localisation n'était pas un but en soi. Je ne vous fais pas dire ce que vous n'avez pas dit. Vous introduisez la partie en disant que justement, vous remarquez que dans le séminaire, la localisation n'était pas un but en soi. Ah bon, d'accord. Je vous rassure. Alors, je veux que c'était moi qui avais écrit ça. Bon, comme il y a des tas d'écrits depuis... je pense à des analyses que j'ai entendues à peu près à cette époque-là sur l'analyse de la mobilité résidentielle de Bellamy, un des héros de Maupassant, par exemple. C'est bien Maupassant, je n'ai pas de... Ah bon, ok, merci. Alors, autre remarque. Comme une des rares questions auxquelles je m'intéresse encore dans les dernières années où j'ai cessé de travailler, ce sont les politiques urbaines et les phénomènes de territorialité à toutes les échelles, mais en particulier dans la ville. Je me demande si beaucoup d'acteurs n'ont pas dans leur choix résidentiel, mais c'est
à tout le monde que je pose la question, aussi bien à Catherine qu'à vous, ne pratiquent pas des anticipations sur le devenir des territoires. Bon, j'ai senti à travers ce que vous disiez que ces anticipations sur le devenir des territoires, ça compte, et que les pratiques résidentielles influent également. Bon, mais enfin, j'aimerais savoir un peu plus sur ce qui s'écrit, ce qui s'est fait dans les dernières années, ce qui se projette, etc. Et puis alors, autre chose, est-ce qu'on a beaucoup développé les rapports entre la mobilité résidentielle, passage d'une résidence à une autre, à l'échelle interrégionale, intra-urbaine, internationale aussi. Enfin bon, je pense que si vous n'en avez guère parlé, c'est seulement parce que vous n'aviez pas le temps. Mais sur ces liens avec l'évolution récente des mobilités quotidiennes, des transports publics, je sais qu'il y a des tas de choses là-dessus, mais je n'en connais pas de synthèse. Or, je crois que c'est extrêmement important. Ces mobilités quotidiennes ont beaucoup changé par rapport à l'époque où nous avons co-rédigé ce bouquin. Alors, moi, je peux vous répondre sur les anticipations avec juste ce qui me vient là. Je crois que c'est quelque chose qui est pris en compte. Enfin, tout de suite, comme ça me fait penser à un article de Marie-Hélène Baquet et Ankel Fijalkov qui s'appelle justement En attendant la gentrification et qui traite de la goutte d'or. Où on est sur une anticipation effectivement des évolutions et sur un accès à la propriété en anticipant les évolutions du quartier et donc le bénéfice qu'on pourrait tirer 10 ou 20 ans après d'un achat dans un contexte qui aurait évolué. Et c'est quelque chose qui est souvent, qui me semble, qui est assez présent dans les travaux sur les quartiers populaires qui sont, dans lesquels on constate l'arrivée de classes moyennes ou moyennes supérieures, où effectivement, concrètement, on constate que chez ces ménages, c'est le cas notamment en banlieue parisienne, j'ai un certain nombre de cas en tête, où les ménages arrivent en anticipant effectivement sur le fait que ce mouvement pourrait s'amplifier et contribuer à changer leur quotidien. Donc je pense que c'est effectivement quelque chose qui, en tout cas, qui est présent, surtout quand on travaille sur des quartiers qui paraissent en devenir. Après, à tort ou à raison, hein, à Saint-Denis, ça a été attendu pendant très longtemps, à la Goutte d'Or, on attend encore. Donc bon, mais ça, c'est un autre débat. Sur la deuxième question, je vais peut-être laisser Catherine, parce que je pensais à la première. Donc, quand on avait fait l'état des lieux, il y avait Jean-Pierre Orfeuille qui avait fait un état des lieux sur la mobilité quotidienne, et donc c'était séparé, mais depuis il y a eu des travaux liant les deux. Françoise, tu pourrais... Comment ? Non, mais je sais qu'il y a eu des travaux, je n'ai pas été au cœur de ces travaux, donc j'ai du mal à répondre, mais je sais qu'il y a eu un essai de rapprochement des deux types de mobilité et pour voir l'influence effectivement de la mobilité quotidienne sur la mobilité résidentielle. Donc ça me paraît important. François, si tu veux juste... dans la mesure où tu as mené une recherche... Je pense qu'il y a de plus en plus de travaux qui, effectivement... Françoise Dureau, Migrinter Poitiers. Moi, je pense que depuis un certain nombre d'enquêtes et qu'évoque Catherine, il y a progressivement une prise en compte de plus en plus globale de la mobilité, c'est-à-dire qu'on interroge à la fois la mobilité résidentielle des personnes, mais aussi leur pratique de mobilité quotidienne, en ayant dans l'idée que les gens font un choix de mode de vie et qui se répercute sur les deux plans. Je crois que aussi, il y a quelque chose de nouveau, c'est qu'il y a une prise en compte de ce qui est entre les deux. C'est-à-dire toutes ces formes que tu as signalées, Catherine, aussi, de multirésidence. Et c'est que ça, en fait, qui échappe aux deux systèmes de mesure et sur lequel on sait le moins de choses. Donc je pense que plus récemment, l'accent, il est mis sur ce qu'on peut qualifier de navettes très longues, en reprenant le vocabulaire dédié à ce qui est quotidien, mais qui maintenant se décline jusqu'à 200 km chaque jour. Donc je pense qu'il y a un effort particulier là-dessus. Mais ça reste quand même deux communautés assez cloisonnées, quand même, et des supports de publication différents, etc., entre celles travaillant sur la mobilité quotidienne et celles travaillant sur la mobilité résidentielle, la migration internationale étant encore un autre volet. Mais voilà, il y a un effort de compréhension de manière globale de l'ensemble de ces formes de mobilité, et de voir justement les choix de localisation. Je crois que c'est dans ce contexte-là que les choix de localisation, on leur donne un sens différent de celui qu'on peut donner quand on ne prend pas en considération l'observation des espaces de vie quotidiens.
Je pense que ça a vraiment été l'apport du croisement, en fait, analyse qualitative et analyse quantitative, c'est-à-dire que dans les récits de vie, on s'est aperçu qu'il y avait beaucoup d'autres éléments qui rentraient en ligne de compte, et après, le défi, c'est comment essayer de le traduire dans un questionnaire statistique pour essayer de prendre en compte ces éléments-là. Ça paraît vraiment... et ça, ce croisement, ça a été, à mon avis, très, 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 très riche. Oui, Yves, alors Jean-Yves, Yves... Puisque le micro est à côté de moi, voilà, je le saisis, et en plus, j'ai cru comprendre implicitement que j'étais appelé à intervenir. Est-ce que tu peux préciser? Oui, Jean-Yves Vautier, professeur à l'Université Lyon 2. Je voulais juste faire des observations, enfin une observation large, qui renvoie en fait à la présentation initiale de Marie-Christine sur finalement l'articulation des travaux du réseau par rapport à des enjeux de recherche plus larges. Parce que je trouve que dans mes trois présentations, pour l'instant, on est très centré habitat-logement, mais on avait dit au départ que travailler sur l'habitat et le logement, c'est aussi se positionner par rapport à des préoccupations plus larges. Et il me semble qu'il y a dans l'état des lieux qui est en train de se faire, et dans les perspectives, l'intérêt de sortir un peu d'habitat et de logement et de voir dans deux sens. À la fois comment les travaux menés sur l'habitat et le logement ont effectivement irrigué, produit des choses, des connaissances qui sont mobilisées dans d'autres champs de recherche. L'exemple que prenait Stéphanie de la France des petits moyens me paraît être un excellent exemple de la façon dont les travaux qui ont été menés pour une large part au sein du réseau Habitat-Logement sur les trajectoires résidentielles structurent aujourd'hui des travaux qui sont, si on prend la France des petits moyens, un travail de sociologie de la stratification sociale. Il me semble que la France des petits moyens n'aurait pas existé dans sa construction sans l'apport ici sur les trajectoires résidentielles. Et je crois que c'est quelque chose qui est important d'avoir en tête. Alors ça, c'était une mobilité dans un sens. Je vais la prendre dans l'autre sens par rapport à ce qui est évoqué à la fin, sur les perspectives, la prospective, etc., qui renvoie un petit peu aussi aux remarques déjà faites de Jacques Brun et de Françoise. Comment, par exemple, aujourd'hui, ne pas réfléchir sur la question des mobilités résidentielles quand on est dans un contexte où on parle, par exemple, dans mon domaine de recherche, d'une sociologie des mobilités, où effectivement la question des mobilités est générale, non seulement en termes de pratiques, de valeurs, de normes, etc. Comment ça, en retour, c'est susceptible d'orienter, de structurer, de questionner le champ plus spécifique des mobilités résidentielles. Voilà, le sens d'articulation entre nos travaux et puis des champs de recherche plus larges. Peut-être qu'on peut passer la parole à Yves Grafmeyer qui la demandait, et puis à d'autres personnes qui la demandaient, puis après vous répondrez. Yves ? Oui, juste deux petites remarques. Pour la première, en écoutant Catherine, je me disais qu'au fond, on est devant un joli cas de relation entre l'objet et sa connaissance. Bon, c'est des choses qui arrivent, hein, évidemment, même assez souvent. Parce que, pour simplifier un peu ce que tu dis, dans la période qui a suivi l'après-guerre, hein, on avait des connaissances relativement limitées des caractéristiques à la fois des ménages et des logements, et on partait sur une adéquation forte entre les deux. Mais au fond, ça suffisait presque, je caricature, parce qu'il y avait un nombre relativement peu diversifié de trajectoires, avec le modèle en surplomb de la trajectoire promotionnelle, et au fur et à mesure que les outils de description, à la fois des personnes et de leur parcours, avec donc d'une part l'approfondissement par la prise en compte de la biographie individuelle et familiale, de l'entourage, des relations, des pratiques. Bon. La description des personnes s'est considérablement étoffée. La description des mobilités, elle aussi, puisqu'elle a été considérée dans son épaisseur temporelle, dans l'enchaînement des positions.
Mais en même temps, apparemment, ça devient de plus en plus nécessaire, puisque ces trajectoires se sont objectivement diversifiées et donc qu'on a une très grande multiplicité de cas de figure. Donc on a un petit peu la relation entre les deux. Sur le tout dernier point de la deuxième partie de l'exposé, effectivement, quand on lit mobilité et dynamique des espaces locaux, du point de vue de la question de l'évaluation, on a quelquefois de jolis effets pervers. Si l'un des buts d'une politique publique très localisée est de favoriser la sortie d'un territoire étiqueté comme étant en difficulté, ce qui est réussite pour les individus qui partent risque au contraire de resserrer l'éventail des caractéristiques de ceux qui restent. Bon, c'est quelque chose qui est bien connu, mais qui, je crois, reste parfois d'actualité. On prend l'observation ou la question, et puis Claire, et puis après vous répondez, et patience, après on fera une pause. Oui, c'est une question de curiosité à vous écouter sur ces trajectoires qui se réorientent sur des récits de vie et l'élargissement du ménage à l'entourage. Je me demandais si sur l'axe du temps, il y a des recherches qui se préoccupent, cette fois-ci peut-être non plus du point de vue de l'habitant, mais du point de vue de l'habitat, d'interroger les mutations, les transmissions, c'est-à-dire dans les héritages à la fin d'une vie, notamment, évidemment, peut-être pas pour le logement social, mais pour l'accession à la propriété, que deviennent les maisons, et voilà, en partant du point de vue du parc du logement lui-même, et qui rejoint quand même la question des trajectoires. On prend peut-être le... Comment ? Odile Jacquemin. On prend peut-être la remarque, l'observation, la question de Claire, et puis vous répondez. Oui, pour être très brève, pour reprendre ce que disait Jean-Yves et Yves, je pense qu'on manque d'historiens, c'est-à-dire qu'on manque un peu de vue qui se prolonge sur le temps long. Enfin, je veux dire par là que probablement la focalisation sur les années du modèle de trajectoire ascendante, elle est historiquement très spécifique, très particulière. Je pense que, enfin, il y a Yves Dugo, enfin, il y a beaucoup d'études chez les démographes historiens qui ont essayé de travailler, même de quantifier le nombre de personnes qui, à l'âge de 45 ans, n'habitent plus dans le département de naissance, enfin, des choses très intéressantes. Et on voit bien les évolutions sur le temps long, mais alors ça c'est une chose, c'est-à-dire je pense que je ne suis pas sûre que le fait des trajectoires qui seraient aujourd'hui plus multiples, plus heurtées, plus en dents de scie, avec des périodes de précarité, etc., soit une grande nouveauté. Bon, ça dépend par rapport à quelle échelle temporelle on se place. Et ça, c'est important, parce que sinon, on redécouvre éternellement des choses qu'on croit nouvelles, ou qu'on dit nouvelles. La deuxième chose, c'est sur la question internationale. Alors, il ne s'agit pas de sortir forcément tout le temps des frontières de la France, mais de voir que, par exemple, comment étudier, ça je rejoins Jean-Yves, comment étudier les mobilités sans prendre en compte le fait que très probablement, enfin alors je vais dire un chiffre complètement au hasard, mais sur, je sais pas, il y a au moins une personne sur 3, 4, 5 à l'âge X qui a vécu une période de sa vie en dehors du territoire français. Donc il ne s'agit pas de dire oui, l'internationalisation, la globalisation des migrations, le transnational, etc., bien sûr, mais il nous traverse. Donc je pense que ça serait intéressant, en termes de perspective, d'intégrer un peu cette sociologie de la mobilité et des migrations. Bon, je vais essayer de répondre aux questions. Alors, sur les interactions entre deux champs de recherche, je prendrai juste ce que je connais bien. Je prends la solution de facilité. Je dirais, les études sur le logement et les trajectoires résidentielles, en fait, nous ont permis d'avoir un autre regard sur la famille.
Et c'est pas pour rien que dans la dernière version ou l'avant-dernière version de Sociologie de la famille de Martine Ségalet, il y a un chapitre sur le logement. Et je pense que c'est tous les travaux qu'on a menés qui fait que on avait tendance à à étudier la famille à travers le ménage, à travers les structures familiales, et de limiter la famille nucléaire. Et effectivement, il y a une focalisation sur ce ménage qui simplifie. Ce qui fait que je voulais répondre à Yves. Je pense qu'effectivement, si on avait eu, dans les années 50, les outils qu'on a maintenant, on aurait eu un autre regard, parce qu'il ne faut pas oublier que pendant la période d'après-guerre, effectivement, il y a eu une cohabitation entre générations qui a été très très forte, et que le seul moyen d'avoir un logement, soit on habitait un garage, un bidonville, soit on logeait chez les parents, même en étant marié, même en ayant des enfants. Mais comme on a tellement focalisé sur cette famille nucléaire, cet âge d'or de la famille, puis ensuite qui s'est accompagné de l'âge d'or de l'accession à la propriété, on a complètement fait une équation entre famille, accession à la propriété et famille nucléaire. Et c'est pour ça que ce qu'on voudrait faire, c'est réutiliser les enquêtes, les vieilles enquêtes de l'INED Pourchet des années 50 sur les générations 1911 pour voir avec les outils maintenant qu'est-ce que apporte ce regard nouveau là-dessus. Et peut-être qu'on va voir effectivement des choses différentes et ce qu'on croit. Je suis tout à fait d'accord avec toi. J'étais sûre qu'il y aurait une question sur les historiens. Mais c'est vrai qu'on se focalise un peu parce que là, on avait la mobilité. Donc, on a pris les outils qu'on utilisait dans ces années-là pour utiliser la mobilité. Mais on voit bien que tout ce que tu as fait Pinol, enfin, tout sur effectivement ces trajectoires à l'Infor, que, en fin de compte, les parcours n'étaient pas si simples que ça. Et peut-être qu'ils ont été simples que dans la période 1950-1970. Or, prendre ça comme référence, c'est peut-être pas une bonne idée. Et sur l'héritage, oui, on a sur justement la prise en compte des héritages, des donations, sur l'accession à la propriété, on a beaucoup de recherches qui se développent autour des stratégies immobilières des familles.